Leave me alone! L'arc Shibuya est probablement l'arc comme le plus vendu. Un arc qui s'imposait parmi les plus grands, le petit rookie qui fait sa place chez les vieux, marquant définitivement la place à la nouvelle génération. Et franchement, jusqu'au bout de ma lecture, j'ai été déçu. Si vous avez cliqué dans cette vidéo pour voir un mec détruire cet arc en le qualifiant de merdique, vous vous êtes trompé d'endroit. L'arc est sympa, voilà, il est juste sympa. Cette vidéo a deux buts. Montrer aux fans que l'arc n'est pas la perfection qu'elle pense être, que les combats, le rythme et la tension qui devaient faire sa principale force sont finalement pas si bonnes, et à l'inverse montrer aux détracteurs que le manga n'est pas juste un enchaînement de combats, que ceux qui qualifient les œuvres comme vides sont juste des feignants qui ne cherchent pas à aller plus loin dans leur compréhension, et que, bien que de façon légère, l'arc Shibuya et le manga Jujutsu Kaisen racontent quelque chose. Avant de rentrer dans l'analyse, et vu que ça concerne Jujutsu Kaisen, j'aimerais mettre au point un truc que j'aurais dû vous parler dès le début de la chaîne. Les gars, je m'en bats les couilles des animés. Je comprends que dans l'inconscient collectif, ces deux médiums soient directement liés à tel point qu'on a l'impression qu'ils soient dépendants l'un de l'autre, mais personnellement, je m'en branle des animés. Ou je devrais plus dire des adaptations. Quand j'énonce un défaut, il pourrait être corrigé dans 15 000 adaptations, je m'en branle. Ça restera un défaut. Donc, le prochain qui m'écrit « Ah blablabla, Kubo Sensei, division 0 dans l'animé, je l'étrangle !» Abonnez-vous, s'il vous plaît. The next station. Syndrome que j'appelle le syndrome One Punch Man. On n'a pas la même tension dans les combats depuis qu'on sait que Gojo est puissant. C'est littéralement le genre de phrase qu'on entendait et réentendait avant l'arrivée de la saison 2. Gojo il est trop fort, il n'y a pas de tension. Déjà premier truc, attention, j'ai rien contre la vidéo de Minotaku. Bon, si ce n'est peut-être le titre, vu le nombre de conneries qu'il y a dans cette œuvre. Mais bon, je m'avance. C'est juste que la phrase qu'il a prononcée, c'est littéralement celle que je cherchais. Surtout qu'on est d'accord, vu que juste après, il dit ça. Et c'est pour ça que le fait qu'il a été scellé dans la saison 2 est la meilleure chose que Gege pouvait faire. Et c'est justement ce point que je voulais développer. C'est sûr que demain, si je devais faire une analyse du premier arc, une des critiques que je dirais ce serait le manque de tension, ou du moins le manque de tension lorsqu'il y a Gojo. Mais attention spoiler, c'est justement le but de ce putain d'arc d'introduction, rendre Gojo indispensable. L'arc est là pour nous montrer que, quelle que soit la menace qui se présente, l'ange gardien qu'est Gojo sera toujours là pour protéger nos héros, ayant ridiculisé à lui seul les meilleurs méchants de son manga. Et plus une chose prend de la valeur, meilleure est sa disparition. Gojo suit le même parcours qu'un autre personnage récent connu dans son univers comme étant le plus puissant. Oh, le Maïta. Notez sur 30, Mario Dolmite, s'il vous plaît. Tous deux se rendent dans l'introduction de leurs mangas respectifs, montrés comme invincibles, que ce soit par leur action, en sauvant plusieurs fois nos héros, ou par leur réputation, adulés par leurs coéquipiers et craints par leurs ennemis. Puis après, on commencera à démystifier la légende en ne racontant plus que les exploits, mais aussi les échecs, nous montrant qu'ils ne sont en rien des dieux, mais bien des hommes. Puis, enfin, arrive sur la table la question de l'héritage. La légende a sauvé le monde entier, mais a commis une petite erreur, qui fait qu'elle s'en veut, et qui fait que surtout l'univers n'est pas si parfait que ça. Erreur qui sera corrigée par notre protagoniste, afin de légitimiser sa place de nouveau héros. La légende doit s'éteindre afin d'en créer une nouvelle, et cela Gojo l'a bien compris, faisant entièrement confiance en ses élèves. Et c'est ce genre de scène qui nous montre quel genre de professeur il est, et il n'est pas du genre à apprendre à nos héros de nouvelles techniques, non, sa simple existence suffit au progrès, devenant un idéal à surpasser pour quiconque le rencontre. De plus, on peut voir que Gojo est un bon prof en le comparant à son ref, Geto. Tous deux ont vu de leurs propres yeux la véritable nature des hommes. Tous deux laisseront derrière eux des héritiers composés de jeunes marginaux, mais tous deux ne transmettront pas les mêmes valeurs. Gojo apprendra à ses élèves à exploiter leurs différences pour en faire une force afin de briller dans cette société qui les a rejetés, leur faisant comprendre que s'ils veulent s'imposer, ce sera au prix d'efforts et de sacrifices. Geto, quant à lui, ne poussa pas ses protégés au progrès. Il leur donna la solution de facilité, supprimer tous ceux qui les ont rejetés. Après tout, il a raison. Si vous effacez tous ceux qui sont différents de vous, bah au final, vous n'êtes plus différents. Cette différence de valeur transmise se verra lors des moments difficiles avec le groupe de Yuji qui resteront soudés jusqu'à la fin du manga afin de libérer Gojo, et celui de Geto qui à la moindre discorde se sépareront, échouant complètement à libérer leur professeur. Le scellement de Gojo est pire qu'il n'y paraît. Non seulement nos héros perdent leur plus grande force de frappe, mais en plus ils sont confrontés à de nouveaux problèmes. En effet, l'existence même de Gojo a amené quelque chose d'inédit dans le monde des chamans. Quelque chose qui les fera se différencier des fléaux. Gojo apportera de l'ordre et un équilibre des forces en détruisant justement celui défini auparavant. Le Sceau apporte à lui seul quelque chose qui était si cher aux fans du manga. De la tension. En effet, le manga ne laissera jamais nos héros souffler et chaque obstacle bravé emmènera un nouveau plus fort. Et cela est accentué par le fait que nos héros sont encore au début de leur aventure et qu'ils affrontent déjà les plus puissants antagonistes de l'œuvre. Une masterclass.
C'est quoi cette bande de cas sociaux? Attends. J'avance un peu. Ok. On m'avait pourtant juré que c'était le meilleur arc de l'histoire du shonen. Je suis quand même en train de skipper un quart là. Voilà. Donc, je disais, tous les plus grands antagonistes sont réunis à Shibuya et ce choix peut être risqué parce qu'il faut à la fois que nos héros progressent dans leur objectif, bah oui, le manga doit bien avancer, mais il faut en plus que nos méchants gardent un peu la face, soit en fuyant pour X raisons, soit en perdant de manière cohérente, sous peine de recevoir ce genre de choses. Ah mais en fait c'était pas vraiment eux les méchants finaux, les classes S c'est que de la merde, il y a des méchants qui sont en fait 1 million de fois plus forts qu'eux. Et franchement, la condition est plutôt bien réussie. Anami se fait tuer par Gojo, Dagon par Toji, Jogo perd contre Sukuna, Maito se fait fumer par le héros boosté par la rage, et Kenjaku fuit pour nous préparer le prochain arc. La moitié des vilains a beau s'être fait lyncher, leur réputation n'est pas entachée. Au final, vous allez me dire, mais Madao, c'est génial, l'arc a pu avancer sans grande incohérence. Waouh, l'arc c'est vraiment une putain de masterclass. Ouais, vous vous en doutez, toute la sucerie que je fais depuis tout à l'heure cache en vérité un petit problème. À vouloir bien en faire, on en fait trop. Le problème avec cette tension sans relâche, c'est qu'on n'a pas justement le temps de profiter de la menace en question. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, t'as l'impression que dès qu'une menace apparaît, elle doit vite disparaître pour en laisser la place à une plus grosse. Ça donne juste l'impression qu'Akutami est un putain de gamin hyperactif qui a 1500 idées pour son arc et qui n'arrive pas à attendre pour nous les balancer. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait du traitement de Dagon? On a à peine eu le temps de le connaître qui se fait fumer par Toji. Est-ce que vous êtes satisfait de Toji? J'ai à peine eu le temps d'avoir peur pour Megumi qui se suicide. Je ne dis pas que les raisons de leur défaite sont nulles. Je dis juste qu'entre le point A et le point B, il manque le point A,5. Vous savez, celui où on développe les putains de personnages et on nous fait sentir un peu le danger. Oui, en fait, ce que tu demandes, c'est des combats de 4 heures qui tiennent sur 30 épisodes. Non, ferme ta gueule, t'es hors sujet. Le problème de ces combats à rallonge, c'est qu'il y a beaucoup de vide à l'intérieur, des répétitions d'échanges de coups, des dialogues sans intérêt. Tout ce que je demande, c'est de ne pas avoir des combats d'éjaculateurs précoces qui finissent avant même qu'on en sache beaucoup sur le méchant ou qu'on profite un peu de la tension. Parce que Akutami a déjà introduit la nouvelle menace pour que Titouan, addict à TikTok, peut avoir sa dose de dopamine et tweeter que l'arc explose Chimera Ant parce qu'on n'est pas obligé d'attendre 30 putains de chapitres pour avoir un vilain méchant. Et le pire, c'est que à part Toji et Dagon, il y a un autre caca qui pue encore plus gros. Vous savez, je suis hyper arrogant. Genre vraiment, je déteste demander de l'aide à quelqu'un. Donc quand, à minuit 19, pleine semaine, alors que j'ai cours à 8h, je quémande l'avis de Twitter, et quelle en fut ma satisfaction quand j'ai vu que personne n'avait compris le move de Megumi. Megumi, c'est un putain d'émo toxico-suicidaire à la con, à qui on a donné un pouvoir trop cheat et qui se gratte les veines à la moindre occasion pour l'utiliser. Dès que ce fils de pute est dos au mur, la première chose qu'il pense à faire, c'est d'invoquer son genou en s'en battant totalement les couilles des conséquences que ça peut engendrer. Et même le combat, il est nul de fou. La seule chose qu'il nous a donné, c'est la raison de pourquoi Sukuna est intéressé par Megumi. Chose qui aurait pu, au passage, être fait plus tard dans le manga. Et de tuer beaucoup de civils pour le développement de héros, chose que Sukuna aurait pu faire par pure malveillance vu qu'il était éveillé hors du pacte avec Yuji. Donc, si je dois résumer ce que je viens de dire, Shibuya possède sur le papier une bonne tension, mais qui est très mal dans son exécution, en nous laissant pas le temps de savourer chaque combat. Ça donne juste l'impression qu'Akutami ne sait pas comment gérer plusieurs combats en même temps, qu'il est juste bon à faire des combats de boss, et que l'XP qu'il a pris lors de son arc tournoi ne lui a pas vraiment été utile. Mais oui, attends, c'est ça. C'est dans cet arc que j'ai compris qu'est-ce qui allait pas dans Shibuya. J'arrivais pas à mettre des mots dessus et c'est en relisant l'arc tournoi que j'ai compris. Pour ça, je vais vous poser une simple question. C'est quoi un bon combat? Cell versus Gohan, Jiraiya contre Pain, Joe contre Jotaro. Pourquoi ces combats vous ont marqué? Pourquoi surtout sont-ils intéressants? La portée épique, les enjeux, la tension, le découpage, les OST, tout ceci sont de très bonnes réponses. Mais pour moi, tout cela n'est rien sans un truc tout con, la composition. J'aime le combat Ichigo contre Ulquiorra car c'est Ichigo contre Ulquiorra. On l'oublie souvent tellement la pyrotechnie est devenue la priorité des fans, mais un combat c'est avant tout une opposition entre deux idéologies et le vainqueur apportera une leçon au lecteur, lui faisant comprendre le message de l'œuvre. Et si je vous montre la liste des combats de l'arc tournoi, on peut voir que quasiment chaque confrontation a été réfléchie, chaque opposition a un sens. Bon, je vais aller très vite pour qu'on reste focus sur l'arc Shibuya, mais on a Yuji contre Todo, un moyen d'introduire un des monteurs du héros, Panda contre Mekamaru, nous parlons de l'apparence et à quel point il faut s'en désintéresser lorsqu'on souhaite se faire des amis, les combats de Maki et Nobara qui nous parlent de la difficulté de s'imposer dans la société lorsqu'on est une femme, avec celles qui ont décidé de se résigner à leurs conditions et celles au contraire qui ont décidé de se battre contre ces règles stupides. Noritoshi vs Megumi, deux fils illégitimes de deux grands clans, l'un un fils de criminel et l'autre un fils de pute. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est l'œuvre. Avec Noritoshi qui fait tous ses efforts pour devenir le prochain chef de sa famille pour enfin être accepté, et Megumi qui a compris qu'il ne s'intéressait pas au regard de son clan, que tout ce qui l'importe c'est de rester auprès des êtres qui lui sont chers. Et enfin, on a Anami contre les exorcistes, les humains contre la nature qu'on a tant saccagé. Rajoutons à cela que tous ceux qui participent au tournoi sont des marginaux, qui veulent trouver leur place dans la société. Et l'enjeu de cet arc, qui est pourtant très simple, prend une grande importance. Celui qui se démarque pourra enfin être accepté par le système. Les thèmes abordés n'ont rien de fou et de révolutionnaire, on sent bien l'aspiration à l'arc shonen et society. Les combats sont
et il reste quand même très court, environ 3-4 chapitres par combat, mais l'effort est quand même là, et ça nous donne envie et de mieux connaître les élèves de Tokyo, et de découvrir ceux de Kyoto. Et quand on regarde les combats de l'arc Shibuya, mis à part ceux de Yuji, qui racontent tous quelque chose et sont globalement tous très bons, pratiquement aucune composition de combat n'est justifiable, si ce n'est Agrogru, on doit tuer les monstres. Genre, pourquoi Maki ou Nanami affrontent Dagon? Pourquoi Sukuna affronte Makora? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à tirer de ces combats, bordel? Si je le dis, ça risque de ne pas vous plaire. Rien. Aucun des protagonistes, si ce n'est à part Yuji, n'a réellement évolué. Même si le thème de cet arc, c'est l'affrontement entre le bien et le mal, la thématique est à peine fleurée. À part Jogo contre Sukuna et Megumi contre Toji, qui avaient un semblant de propos, les autres combats étaient si peu intéressants que je me suis pas senti impliqué. Et quand tu rajoutes le fameux problème de si le combat dure plus de 5 minutes, la mère d'Akutami est une pute, ça rend la plupart des combats au pire naze, au mieux sympa. Or, je le rappelle, on ne nous vend pas l'arc comme étant sympa, mais comme étant la 8ème merveille du monde. Et croyez-moi, on est loin d'avoir fini. Oh non. Une chose que je n'ai pas parlé et qui accentue la tension de l'arc, c'est bien évidemment la mort, je dirais même la défaite en règle générale. Akutami a supprimé du devant de la scène 5 des personnages les plus appréciés du public. Est-ce que je respecte ses couilles? Bien évidemment. Est-ce que c'est une bonne décision? On va en reparler tout de suite. Le gars nous avait déjà fait la démo lors de la mort de Junpei, qui était au passage aussi dans le top 10 des plus aimés. Mais là, il a vraiment frappé plus fort. Je connais le niveau intellectuel moyen d'un fan de manga, et je sais que c'est difficile de faire des choix couillus entre les éditeurs véreux et les fans de manga qui vont envoyer des messages de mort si tu touches à leur personnage préféré. J'en avais parlé lorsque j'évoquais la fausse mort de Byakuya. Donc forcément, quand un auteur a les couilles de supprimer 6 des personnages favoris des lecteurs, de montrer que lui et son manga sont encore en vie après ce choix, pire même, en montrant que son manga peut atteindre les sommets sans faire du mewing avec les couilles des fans, ça force le respect. Le message de l'auteur est clair, aucun personnage n'est à l'abri, ce qui accentue cette fameuse tension. Maintenant, je dis que je respectais, j'ai pas encore dit que c'était bien. Et il est temps de parler à l'entièreté de la commu manga, arrêtez d'associer la mort à de la qualité. C'est pas parce qu'un arc a plein de morts qu'il est soudainement une masterclass. Et inversement, c'est pas parce qu'un arc n'en a pas qu'il est une bouillie infâme ou un potentiel gâché. S'il suffisait de génocider son casting pour qu'un manga soit bien, ça serait trop facile, on est d'accord. Là, je vais remettre mes lunettes de nerd, mais comme pour les combats, si une mort vous a plu, c'est parce qu'elle avait un sens. Si la mort de Ace ou de Jiraiya vous a touché, c'est certes pour tout le côté émotionnel, mais aussi parce que la mort avait une signification. Il est temps pour notre héros d'avancer de lui-même. Et en plus de cela, elle permettait à d'autres personnages autour d'évoluer. Certes, je déteste les fausses morts. Quand une mort avait toutes les conditions pour être parfaite, les émotions, le message, l'évolution des autres personnages, mais que l'auteur perd ses couilles et le fait ressusciter, mais je déteste tout autant les morts pour rien. Genre, c'est nul. Maintenant, on est là pour parler de Shibuya, et si on s'intéresse aux 2 principaux cadavres, toutes les conditions sont respectées. La mort transmet un message, la mort est triste, et la mort permet aux autres personnages d'évoluer. En l'occurrence, ici, notre héros. Tout est parfait. Juste un petit problème de timing. Nanami suit tout comme Gojo le terme de l'héritage. Il est un professeur et la phrase qu'il dit à Yuji montre qu'il lui passe le flambeau. Bien que depuis tout à l'heure j'ai dit que c'était un choix couillu, la mort des vieux, enfin, c'est compris, est quelque chose d'assez récurrent dans le Shonen Jump, magazine adressé aux jeunes adolescents, leur montrant que ce sera à eux de changer le monde. Nanami laisse sa place à la nouvelle génération pour changer le monde, un monde et une société très stricte et injuste qui les a tous mis sur le côté, eux qui étaient si spéciaux. L'excentrisme est un des thèmes majoritaires du Jujutsu Kaisen et de pas mal d'œuvres populaires adressées aux adolescents. Des jeunes qui ne sentent pas à leur place et qui, à force d'efforts, vont changer le monde afin que toute personne puisse être acceptée. À première vue, Nobara n'a rien de spécial si on la compare aux différents élèves de Gojo. Nobara ne vient pas d'un clan maudit, n'a pas une particularité physique ou une technique particulière, c'est juste une fille banale qui vient de la campagne. Et pourtant, le thème principal de Nobara, c'est justement ce fameux excentrisme. On nous la montre comme une petite fille qui déteste son village et ses habitants, les décrivant comme bizarres. Si elle ne les aime pas, c'est parce que c'est des putains de PNJ. Ils sont tous identiques, ont tous la même façon de penser, et cela nous est montré avec la métaphore des cartables. Lorsque Fumi arriva pour son premier jour à l'école, elle apprit que tous les élèves aimaient le noir et le rouge, et que tous détestaient le bleu ciel. La seule qui fut attirée par son cartable, c'était Nobara, l'unique personne qui ne suit pas la foule et qui se fait son propre avis. On parle de couleurs, bordel, il n'y a rien de plus personnel que les goûts et les couleurs. Vouloir absolument aligner ses goûts avec ceux des autres revient en quelque sorte à perdre son individualité. C'est ce que veut dire Nobara lorsqu'elle dit qu'il est plus facile de se faire des amis plutôt que de devenir celui qu'on veut être. Et c'est vrai, combien d'entre vous ont fait une activité, ont joué à un jeu, ont écouté un artiste qu'ils n'aimaient pas vraiment, par peur d'être rejeté de son groupe de potes? Pire, combien d'entre vous ont arrêté ou caché quelque chose qu'ils aimaient par peur d'être jugé par la masse? On souhaite devenir quelqu'un de différent, mais on se force à réfléchir et à penser comme les autres. On ne possède plus aucun esprit critique, ou on suit la vie populaire, ou au contraire on essaye bêtement d'être à contresens pour se sentir spécial, mais rares sont ceux qui exposent vraiment ce que leur cœur pense. La scène juste après, on voit Nobara qui reprend son sac à Fumi, nous montrant que bien qu'elle souhaite se démarquer, il est encore difficile pour elle de s'imposer. Elle rencontrera par la suite Saori, une collégienne qui vient d'emménager, qui deviendra alors son modèle. Une fille plus âgée qu'elle, plus belle, plus forte, et surtout différente, avec sa propre façon de penser. Et c'est cette différence qui fera d'elle l'ennemi du village, qui n'hésiteront pas à vandaliser sa maison, la forçant à fuir. Ce qui attrista Nobara.
C'est alors qu'Akutami nous offre deux fins possibles pour notre héroïne, que nous appellerons la fin Saori et la fin Nobara. D'un côté, nous avons Saori, qui était certes différente, mais sous la pression de la masse, a fui et supprimé son identité propre afin de se faire accepter des autres, menant alors une vie banale et ne l'apportant que des regrets. Et de l'autre, nous avons Nobara, qui, malgré les pressions, notamment de sa grand-mère, continue d'imposer sa propre personnalité au risque de finir seule pour toujours. Tout vient à point à qui sait attendre. En ne mettant jamais ses principes de côté, Nobara finit par tomber sur des gens aussi excentriques qu'elle. Ses chaises individuelles, simples et qui se ressemblent toutes, sont remplacées par des canapés portant des amis au passé et aux idées variées, restant malgré leurs différences soudés entre eux. Et franchement, c'est un beau message. Mais vous vous rappelez du point A et B dont je vous parlais tout à l'heure? C'est le même problème, il manque le point A,5, celui où le personnage évolue, se développe, et surtout le point où nous lecteurs on s'attache à elle. Là, on a eu son introduction dans le premier arc, qui était léger mais qui faisait le café, puis on a eu Shibuya où elle a eu quelques passes d'armes avec Mahito et Lotsgeg, puis elle meurt. Là, je suis le seul qui trouve que c'est du gâchis. On parle d'un personnage principal, merde, ça fait 10 ans que vous nous pétez les couilles avec Sakura sous prétexte qu'elle est inutile, mais vu que là c'est pas une chialeuse liée à un triangle amoureux, et parce que sa mort est couillue, ça y est, nous l'avons comme le personnage du siècle. Écoutez-moi bien, choqué ne veut pas dire c'est bien. La mort d'un personnage principal est quelque chose de très risqué car ce sont principalement eux les porteurs du message de l'œuvre. Très souvent, ou il meurt à la fin de l'œuvre, donnant au manga son message final, ou il meurt à l'introduction de l'œuvre pour transmettre un héritage au vrai protagoniste, comme on a eu avec le mastodonte de Jojo Bizarre Adventure ou le très récent Oshinoko. Nobara ne coche aucune des deux cases. On s'en bat les couilles de Nobara. Je dirais même que dans son contexte, la mort de Nobara est inutile et ne fait que de l'ombre à celle de Nanami. Genre maintenant, vous allez me dire que la mort de Nanami et les innocents de Shibuya ne suffisaient pas au développement de Yuji. On voit bien que l'auteur trifouille pour ne pas que Yuji pète un câble après la mort de Nanami. Gardez mon calme pour ne pas manquer de respect à mon prof, ma bite. C'est juste une excuse pour tuer l'autre grognasse. Vous n'allez pas être d'accord avec moi tant la mort de Nobara vous semble indispensable. Mais c'est un fait, Nanami suffisait amplement. Nobara n'était qu'un plus. Or, on ne sacrifie pas un protagoniste pour un plus. Si Nobara devait mourir, ça aurait été plus intéressant de faire plus tard dans l'œuvre, quand le personnage aurait bien évolué. Ça aurait été plus intéressant et émotivement et scénaristiquement. Mais Madao, elle est pas vraiment morte, on nous dit qu'elle survive. Ferme ta gueule. Qui, ici, peut me faire la différence entre un mort et un personnage dans un état végétatif qu'on n'a pas vu depuis une centaine de chapitres? Personne? C'est normal. La seule chose que cette information peut nous apporter, c'est au mieux une apparition au combat final pour aider nos héros, qui ne changera rien au fait que tout ce laps de temps, le personnage n'a pas évolué, et au pire, un caméo à la toute fin de l'œuvre, je sais pas moi, à l'hôpital, avec Yuji qui lui raconte leur combat contre Sukuna, pour faire plaisir juste aux fans de Nobara, c'est tout. Dans tous les cas, sa mort contre Mahito a tué le personnage. Le problème que j'ai avec la mort dans Jujutsu Kaisen, c'est qu'elle me donne pour la plupart des cas l'impression qu'Akutami tue un personnage dès qu'il ne sait plus quoi en faire, et des suceurs vont le défendre en disant que blablabla, c'est pour qu'il y ait attention. C'est un choix de facilité de massacrer son casse pour qu'on ait peur des méchants. Là, je m'avance un peu. Ça concerne plus l'actualité que l'arc Shibuya, même si la mort prématurée de Nobara était pour moi un signe avant-coureur. Et tant qu'on parle de Nobara, j'aimerais juste revenir sur un petit point. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, arrêter d'abaisser nos standards de qualité lorsqu'il s'agit d'un personnage féminin? Sucer un personnage juste parce qu'il ne respecte pas le stéréotype de la demoiselle en détresse, quitte à ce que ce soit juste une coquille vide, c'est naze. Et ça ne sert en rien à l'image de la femme dans la pop culture. Un bon personnage féminin, ça n'existe pas. Un bon personnage féminin, c'est un bon personnage, un point c'est tout. Qu'il soit un homme ou une femme, on s'en bat les couilles, ça rentre pas en compte lorsqu'on analyse une œuvre. Si Makima n'était pas Makima mais Hakim, le personnage serait toujours intéressant. Or, ce n'est pas le cas de Nobara. Si Nobara n'était pas Nobara mais je sais pas moi Norman, ou tout le monde s'en serait battu les couilles, ou tout le monde aurait crié au potentiel gâché, ou du moins beaucoup plus qu'actuellement. Et attention, je ne vous dis pas de ne pas vous identifier au personnage ou de ne pas l'aimer, personne n'a le droit de vous dire ça. Je vous dis juste que votre préféré ne veut pas dire le meilleur, si tant est qu'il y en ait un, et il serait temps que les fans de manga enregistrent cette notion. Arrêtez de branler le personnage pour ce qu'il n'est pas et acceptez le fait qu'elle a été gâchée par son auteur. La place de la femme était, comme je l'ai dit plus tôt, un sujet que l'œuvre voulait aborder, mais au final il l'a à peine effleuré, et le cast féminin de Jijika est passé de prometteur à nul à chier. La place de la femme est un sujet plutôt triste quand on parle de Neketsu. La majorité d'entre elles sont ou mises de côté ou ne servent qu'à faire bander le lecteur, ou parfois même les deux. Mais ce n'est pas une raison pour sucer le premier personnage qui sort un peu des codes. Si je devais donner mes personnages féminins préférés, certes elles seraient en infériorité numérique, mais je sais qu'au fond elles n'ont pas à rougir face au personnage masculin, qu'elles auraient pu avoir un chibre, j'en aurais rien à foutre, j'aurais quand même kiffé le personnage. Donc, la parenthèse est fermée. Il est temps de quitter la forme pour s'intéresser au fond, et contrairement à ce que les gens pensent, non, Jujutsu Kaisen ce n'est pas qu'un enchaînement de combats, il y a quand même un message à transmettre au fond. De quoi est-ce que l'arc Shibuya parle? L'univers de Jujutsu Kaisen nous impose un manichéisme, les exorcistes sont les héros et les fléaux les méchants. Et cette opposition est représentée par la dualité entre deux êtres se battant dans le même corps. Yuji qui symbolise le bien et Sukuna le mal.
Putain, j'ai perdu des organes tellement que c'était nié. Cet arc est là pour nous imposer de la nuance, montrer que humains comme Fléau peuvent être bons et mauvais. Pour illustrer cela, prenons 3 personnages, Toji, Shozo et Mei-Mei. Leur concept de la fraternité ou de la paternité, un concept qui est normalement très humain, sont totalement opposés. Mei-Mei ou Toji voient leurs proches que comme des outils pour arriver à leur fin et satisfaire leurs désirs. Là où Shozo et Zoe Kechizu, qui, bien que hybrides, sont considérés du côté des monstres, sont réellement liés par un lien de fraternité pur et sincère. Un lien qui est représenté par leur pouvoir, maîtrisant le sang, symbolisant leur fraternité. Ce lien sincère entre les fœtus perturbera Yuji lors de sa victoire. Ce sera la première fois que le manichéisme de l'univers de Jujutsu Kaisen sera mis en question par notre héros, et donc par nous lecteurs. On comprend alors que la marginalisation que subissent nos protagonistes est similaire à celui que subissent les fléaux. Les apparences sont trompeuses, de belles femmes peuvent être de véritables sorcières, de samouraïs peuvent être des froussards, et inversement, des cyclopes têtes de volcan, des arbres aveugles ou des calamars géants peuvent ressentir de l'empathie et des sentiments profonds pour leurs amis. Et c'est justement pour cette raison que les fléaux veulent devenir humains. Enfin, quand je dis humain, c'est pas devenir nous au sens physique du terme, mais plus prendre notre place. Qu'un habitant normal de la Terre ne soit plus ça, mais ça, afin qu'ils ne soient plus discriminés et jugés uniquement par leur apparence. Les fléaux sont similaires aux Arrancar ou aux fourmis chimères. Ce sont des monstres fiers de leur anarchie, de leur loi du plus fort, méprisant les humains pour leur faiblesse. Mais indirectement, leur but sera peu à peu de les ressembler et d'emprunter leurs caractéristiques. En plus, c'est le Criquet qui affronte Yuji, qui sera fier de son intelligence. Ou alors Dagon qui insiste sur le fait qu'ils ne sont pas des monstres, mais que chacun a son identité. Et dans ce cas-là, pourrons-nous vraiment considérer les fléaux comme mauvais? Bien sûr que oui. C'est comme ce que j'ai dit pour Geto et ses héritiers. Jogo et sa bande ont choisi la facilité, éliminer tous ceux qui les considèrent comme différents. Or, encore une fois, ce n'est pas parce que la société te rejette que chaque individu qui la compose doit être coupable. Cette manière de faire ne fait que donner raison à ceux qui ont tort. Mais dans ce cas-là, pourrons-nous considérer les humains et les exorcistes comme le bien? Pas vraiment non plus. On voit bien que le système des exorcistes est pourri et surtout égoïste, prêt à sacrifier des enfants pour garantir leur position et leur prestige, se glorifiant d'utiliser le concept d'utilitarisme, grossièrement sacrifier un individu pour un plus grand nombre de personnes afin de sauver les humains, alors que c'est uniquement pour servir leur propre intérêt. Donc, pour faire un gros résumé de l'affrontement entre Fléau et Shaman, sont deux groupes mauvais qui se vêtissent d'une certaine justice pour justifier leurs actes, et celui qui réussira à battre l'autre pourra imposer sa vision du bien. Le bien serait alors quelque chose d'instable, une vision hypocrite qui change comme les marées. Et cette façon de voir les choses est incompréhensible pour 3 personnages, Mahito, Kenjaku et Sukuna. Ils sont le mal pur et essayent à aucun moment de justifier leur méchanceté. Ils font le mal par pur instinct, et leur but est de le répandre dans le monde entier. Kenjaku et Mahito sont littéralement la personnification de l'expression le mal n'a pas de visage, ou 1000 visages, je sais pas, choisis celui qui te plaît. Kenjaku est littéralement le diable, en changeant constamment d'autres pendant plus de 1000 ans, nous montrant que le mal est intemporel et qui peut être présent au sein de toute personne. Mahito est similaire, la modification de son corps en animal ou en enfant nous montre que le mal est présent dans toute espèce, et surtout qu'il n'y a pas que les adultes qui sont mauvais. Sa déformation est là pour nous montrer le vrai visage des hommes, comme quoi ils sont moches et mauvais et ne font qu'utiliser un masque toute leur vie, en se persuadant que ce sont de bonnes personnes. Et enfin, on a Sukuna, un humain qui a accepté sa nature de monstre en devenant un fléau à 4 bras et 2 visages. Voici pourquoi on le surnomme le roi des fléaux, celui qui a totalement accepté son apparence hideuse présente au fond de son cœur, celui qui a accepté de délaisser toute quête de justice pour devenir l'incarnation du mal. Et beaucoup qualifient de naze les antagonistes méchants pour être méchants, sans flashback ou vraie raison d'être vilains. Or, c'est faux, tout dépend encore une fois du message de l'œuvre. Comme leur nom l'indique, les antagonistes finaux sont les opposés du héros, c'est eux qui portent le message inverse du protagoniste. Si dans Naruto ou dans My Hero Academia on a 15 000 flashbacks sur les méchants, c'est parce que le message de l'œuvre s'y prête. Changer son destin, montrer que des personnages qui ont vécu une vie similaire à notre héros ont échoué en suivant le mauvais chemin et en se laissant guider par la haine. Sukuna n'a pas besoin de ça, il n'est pas un what if si Yuji avait choisi X direction. Il représente le mal, le contraire de Yuji, ça suffit comme ça. Et son rôle d'antagoniste à ce moment-là du manga est très bonne, nous montrant qu'encore une fois que l'apparence est trompeuse, en utilisant le corps de celui qui est censé représenter le bien pour commettre ses crimes. Le plus important n'est pas l'enveloppe corporelle, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Nous mettons en valeur aussi l'hypocrisie de cette guerre fléau-exorciste qui est ridicule, ou encore en poussant nos héros à bout afin de voir quel chemin ils emprunteront. Tout cela en apportant cette fameuse, attention les gars, tension. Le seul vrai défaut que je peux trouver à Sukuna, c'est qu'il a été écrit par cet incapable d'Akutami qui en a fait au fil de l'œuvre le putain de champion de Carmin-sur-Mer qui affronte un à un le cas depuis presque un an. Bref, en parlant d'antagonisme, malgré leur machiavélisme, les 3 personnages que je viens de vous citer sont purs. Ils font ce qui leur plaît et ne cherchent pas à plaire à la société. Des camps hypocrites comme les fléaux et les exorcistes ne peuvent rien faire contre eux. Le seul qui peut les faire face, c'est un être purement bon. Et vous vous en doutez, ce gars c'est Yuji. Yuji a toujours été égoïste, voulant contrer la mort de ses proches uniquement pour qu'il n'ait aucun remords ou tristesse. C'est au fur et à mesure de l'œuvre qu'il acceptera le fardeau de ses camarades et commencera à combattre pour les autres. Et malgré cela, c'est contre Mahito qui lui a tout pris qu'il acceptera sa faiblesse et abandonna le coup. 祇園少女の鐘の声諸行無常の響きありシャラ掃除の花の色乗車必須の断りを表すただし
俺たちを除いてな。L'impermanence de toute chose. J'ai lu sur Twitter que ce que disait Todo faisait référence à un poème de Kyoto du XIIe siècle après Jésus-Christ, où des guerriers se sont rébellés et ont gagné face aux instances qui régnaient en maître sur Kyoto. Le message de ce Heike est simple, rien n'est éternel. On pourrait rapprocher cela au bien vacillant de l'univers du Jujutsu Kaisen. Autrefois, les fléaux régnaient en maître et appliquaient leur vision du bien. Aujourd'hui, ce sont les exorcistes qui sont au sommet, demain sera les fléaux, et ainsi de suite. Le bien est condamné à ne jamais avoir de vrai visage. Et c'est là que la fameuse nous sommes l'exception intervient. Todo et Yuji, deux frères qui combattent le mal sans arrière-pensée, les deux seuls hommes purement bons, briseront ce cycle. Rajoutant à cela que Yuji est le seul avec le grand méchant à être à la fois exorciste et fléau. Il est le seul capable de détruire l'ordre établi par l'ancienne génération, afin de créer pour la première fois une société où tous seront acceptés. Mais avant cela, il doit détruire son plus grand cauchemar, celui qui s'est constamment mis sur son chemin. Dans une dualité plus vieille que celle du bien et du mal, une opposition qui existe depuis la nuit des temps, depuis l'apparition de la vie. On dit souvent que lorsqu'un homme meurt, toute sa vie défile devant ses yeux en un instant. La mort serait donc le miroir de la vie, et Mahito est selon Jogo, ce miroir. Et c'est avec le personnage de Nanami que cette affirmation prendra tout son sens. Nanami est un personnage bloqué dans ses rêves, fuyant constamment la vraie vie, la considérant comme un échec. Le face-à-face avec Mahito, son miroir, le forcera à se confronter à la réalité. Et là où il s'attendait à revoir de terribles souvenirs, à revoir tous ses échecs, il y vit en réalité son vrai but, guider la nouvelle génération. Il est un professeur, et son devoir est de passer le flambeau aux jeunes exorcistes. C'est alors qu'en ayant enfin compris le but de sa vie, ayant enfin accepté la réalité, Nanami accepta la mort le sourire aux lèvres, en donnant ses derniers mots à son disciple. Itadori-kun, ato wa tanomimasu. Après la mort de Nanami, après celle de Nobara, Itadori fait face à Mahito, le miroir reflétant la vérité. Il a échoué. Nos deux héros, à partir de là, arrivèrent à la même conclusion. Je suis toi et tu es moi. Deux miroirs face à face. Tous deux, pourtant si différents, sont similaires sur un seul point, la peur de la mort. La peur de la mort de Yuji, apparue à cause des nombreuses épreuves qu'il a traversées jusqu'ici, et celle de Mahito, une bête d'instinct plongée dans la jungle où la loi du plus fort règne, où c'est manger ou être mangé. L'un, afin de se préserver de la mort, essaiera de se plonger dans une vision utopique et fera tout pour ne pas croiser son chemin, en protégeant tous les gens qui l'entourent. L'autre sera le total opposé, progressant constamment et en détruisant tout sur son passage. Après tout, s'il devient le plus puissant, s'il arrive au sommet, s'il devient seul au monde, qui arrivera à le tuer. Cependant, vous vous en doutez, mais ces deux visions de la vie et surtout de la mort sont incompatibles. Ces deux visions ne peuvent cohabiter. Un des deux doit mourir. Ces deux ennemis naturels arrivèrent en même temps à cette conclusion. L'un deviendra alors le prédateur, pourchassant sa proie où qu'elle aille. L'autre sera alors contraint de devenir la proie, fuyant constamment en priant pour ne pas être attrapé. Mais comme je l'ai dit, personne ne peut fuir face à la mort. Une fois qu'on est devenu la proie, on est obligé d'accepter son destin. Mahito pensait qu'en anéantissant Yuji, il allait remporter son combat contre son némésis et enfin gagner face à la mort. Mais tout ce qu'il a fait, c'est transformer Yuji en prédateur en lui apprenant le sens de la vie. Formulé autrement, et comme l'a dit un grand philosophe, tel est niqué, qui croyait niquer, c'était le Madao. Abonne-toi.